mes délicieux co-créateurs avec Nassim Haramein. Salut Lilou. Comment ça va? Ça va? Ça te plaît d'être là à Genève? Ça a été superbe. Hein? Ouais. Quelle conférence hier soir, quelle tournée. Et après ces 3 dates, on a fait Paris, Toulouse et Genève. Oui, et puis Genève, c'est la ville où je suis né. Alors j'étais très content de pouvoir donner une conférence ici pour la première fois. Ouais. 500 personnes, c'était plein. Ah oui. Un groupe incroyable. Ouais. Ouais, l'énergie était superbe. Ouais, et puis tu te débrouilles bien en français, dis donc, parce que beaucoup s'attendaient à ce que tu le fasses en anglais. Ah oui, mais T'es à l'aise? j'essaye, ça s'améliore là. Ouais. Je pratique un peu plus. Ouais. Nassim, que vous connaissez, comment tu décrirais tes travaux? Comment tu décrirais finalement? Parce que c'est pas toujours facile de mettre des termes. Ouais, c'est pas évident, mais j'ai écrit une théorie de physique qui unifie la physique quantique avec la physique relativistique. Et j'ai trouvé des relations entre mes découvertes et les anciennes civilisations, des civilisations en fait qui probablement qui prédatent les anciennes civilisations de notre histoire écrite, qui sont pré-cataclysmiques, qui probablement étaient présentes sur notre planète avant que ces civilisations dont on a des références les aient trouvées. Ils ont trouvé des monuments qui restaient de cette vraiment ancienne civilisation qui avait des données très avancées. Et Des là, technologies avancées. des technologies, je pense, très avancées parce qu'on retrouve des pierres mégalithiques un peu partout et comment on dit, des temples, des buildings qui sont Des bâtiments. des bâtiments très avancés qu'on ne peut pas reproduire aujourd'hui. Ouais. Alors, et il y a aussi dans l'histoire toutes ces civilisations, presque 300 civilisations qui parlent d'une civilisation très avancée qui était sur notre planète avant notre histoire et qui a été déstabilisée par un déluge. Et donc, tout ça ensemble, ça fait une possibilité d'une nouvelle évolution, d'une évolution où on développe une technologie très avancée, basée sur une nouvelle compréhension de la physique, une compréhension de la physique où on réalise que chaque atome est connecté avec tous les autres atomes, que l'univers est intriqué, que l'univers est connecté et que la masse et l'énergie, en fait, c'est de l'information qui est dans le réseau d'intrication de notre univers. Et ça change beaucoup de la façon qu'on pense à notre univers, de la façon qu'on pense à nous-mêmes et notre relation avec l'univers et la technologie. Ouais. Oui. Et est-ce que tu as découvert et l'impact de ce que tu as découvert? Parce que finalement, Einstein avait laissé quelques petites... des petits blancs, non? Comment on dit? Il y avait 2-3 choses qui n'étaient pas finies. Oui, puis bon, ça c'est les théories d'Einstein, tout le monde sait, ça n'était pas fini, mais aussi les théories quantiques sont incomplètes et ça fait très longtemps qu'on cherche un moyen de connecter les deux et la tendance a été de penser que quand on pourrait connecter les deux, ça compléterait les deux théories. En fait, le problème, c'était comment la gravité impacte le niveau quantique. Et moi, ce que j'ai découvert, c'est qu'on peut décrire la gravité un peu comme Einstein avait fait, en géométrisant l'espace-temps, mais cette fois-ci au niveau quantique. Et j'ai découvert donc qu'au niveau quantique, l'espace-temps est discret, il est en quanta, et que ces quantas sont comme des bits d'information, et que quand on calcule comment l'information s'échange au niveau quantique dans les particules, on trouve les bonnes réponses pour leur masse, pour leur rayon, et c'est très, très, très précis. Donc, j'ai pu faire des prédictions du rayon du proton, par exemple, qui ont été confirmées dans les accélérateurs en laboratoire. De CERN? Non, c'est les laboratoires de Pierre Scherrer à Zurich. Et qui... Pas loin d'ici, ouais. Pas loin d'ici, oui. Et qui ont confirmé la prédiction du rayon que j'avais fait, qui était 4% plus petite que celle qui était prédite avant par les théories standards.
Et 4% en physique quantique, c'est énorme. Et évidemment, quand la mesure de ce rayon a été faite à 4% plus petit, ça a été terrible pour les théories standards. Mais cette théorie qui, en fait, prédit ce rayon en décrivant la relation d'un proton avec le reste de l'univers, donne la bonne réponse, mais donne la bonne réponse très, très précisément, même que la prédiction est à l'intérieur des marges d'erreur des expérimentations, même maintenant. Et donc, ça nous dit quelque chose de complètement différent à propos de la masse, de l'énergie, de la gravité, de qui on est, de quoi est l'univers et peut-être même de qu'est-ce que la conscience et comment elle émerge dans la matière. Il n'y a plus qu'à réécrire tous les bouquins d'histoire. Ah oui, ça va changer beaucoup de choses. Et le monde change très rapidement maintenant. Ouais. Il y a des choses qui s'ouvrent. Vous savez que tu le vois, ouais. Oui, quand je parlais comme ça il y a 20 ans, ouais. C'était très difficile. Surtout pour les gens avec beaucoup d'éducation, des ingénieurs, des physiciens, des biologistes, tout ça. Maintenant, même les archéologistes, beaucoup d'archéologistes admettent maintenant que probablement il y avait une autre civilisation avant les cataclysmes de la fonte des glaciers. Bonjour, rebonjour, mes messieurs co-créateurs, deuxième partie. Ben oui, on a eu un petit souci technique, ça arrive. Ah oui, c'est les choses. Mais c'est pour ça qu'il faut avoir l'énergie libre, parce que comme ça, on n'aurait pas manqué d'énergie dans ton... C'est ça, parce qu'on est quand même hyper dépendant de ces petits appareils. Oui, mais c'est là qu'on y arrive maintenant, finalement. Ouais. On va amener la civilisation à avoir une différente relation avec l'énergie. Ouais. Oui, on va découvrir en fait c'est quoi l'énergie, parce que vous savez, en physique, on comprend pas nécessairement c'est quoi l'énergie, c'est-à-dire qu'on sait qu'on peut l'utiliser, on sait qu'on peut faire des champs électriques, on peut faire des champs magnétiques, mais on ne sait pas vraiment d'où vient le champ électrostatique ou magnétique qui est créé par l'électron. Et quand on bouge les électrons, on tient un champ électrique, mais on ne sait pas vraiment d'où ça vient. Là, on commence à le découvrir. On commence à découvrir que, en fait, ça vient d'informations dans la structure de l'espace, que c'est quelque chose de très profond. Et quand on découvre ça, ben, ça nous amène à avoir une possibilité d'extraire de l'énergie directement de la structure de l'espace. Ouais. En créant, tu crées ces laboratoires, toi t'en as quelques-uns. Ouais, tu extrais littéralement de l'univers. Oui, où on commence à travailler sur des techniques pour extraire de l'énergie directement de la structure de l'espace, partout, parce que la structure de l'espace a été démontrée en physique quantique, elle est pleine d'énergie. Et si on apprend comment interagir avec cet espace pour extraire de l'énergie, il y a assez d'énergie dans 1 centimètre cube d'espace pour toute la planète pour des centaines d'années, pour des milliers d'années. Ouais, donc c'est illimité, c'est pas comme quand on extrait de la Terre, là. Oui, c'est exactement. Et ça aurait un impact très, très, très minimal, vous savez, au niveau de notre écologie et tout ça, ça change tout. Et aussi, les niveaux d'énergie sont tellement hauts que ça nous amène au contrôle de la gravité, ça nous amène à des choses... Pour aller voyager dans l'espace, tu veux dire? Oui, les vaisseaux spatiaux, changer nos concepts de voyage dans l'espace à partir de fusées, qui est vraiment une technologie archaïque, une capacité de contrôler les champs gravitationnels, et puis vraiment à naître notre société dans l'espace. Et une société qui vit pas seulement sur la surface d'une planète, mais probablement qu'il y a des colonies sur d'autres planètes, qui a la capacité de voyager dans notre système solaire, même voire dans notre galaxie, ou même entre galaxies. Et ça, c'est quelque chose qui semble
très lointain pour beaucoup de gens, mais je vous assure qu'on est très près. On est très près d'arriver à ces capacités, juste comme il y a 100 ans, on pensait qu'aller dans un objet métallique pour aller de Genève à Paris, c'était pas possible. Ouais. Et ça semblait complètement délusoire. Maintenant, on le fait tous les jours, on n'y pense même pas. C'est ce genre de transformation auquel on arrive en ce moment. Excellent. Oui. Certains disent que tu vas recevoir un jour le prix Nobel. Ah oui? Tu crois? Ça prend quoi pour avoir un prix Nobel, en fait? Oui, ça prend une confirmation que vos théories ou que votre découverte est valable. Certainement, la prédiction que j'ai faite du rayon du proton, qui a été confirmée dans les accélérateurs ici en Suisse, et qui est plus précise que toutes les autres théories sur la planète en ce moment, incluant la théorie standard, pourrait être éventuellement, si ça continue à tenir, si on se rend compte que ces équations sont vraies et qu'ils sont confirmés, et ça tient depuis 2012. Jusqu'à maintenant, cette prédiction est la plus précise de toutes les théories. Qu'est-ce qu'ils attendent? Mais ça demande des très gros changements fondamentaux dans les concepts de physique qu'on a aujourd'hui. La théorie qui a créé cette prédiction dit quelque chose de complètement différent à propos de l'atome. Elle dit que le noyau d'un atome, le proton, est connecté, est intriqué avec tous les autres atomes dans l'univers. Et c'est comme ça que j'ai extrait les mathématiques pour le rayon de ce proton. Et donc, c'est difficile. Ça va prendre un peu de temps pour que ça se digère et pour que ça devienne de plus en plus acceptable. Mais toi, c'est pas ton souci, en fait, ça? Non, mais évidemment, un prix Nobel, ça aiderait à avoir plus d'influence et sur la société, qu'on prenne plus au sérieux, mais aussi pour les financements de laboratoires, parce que les recherches qu'on fait en physique, c'est très cher. Et c'est très important maintenant, parce que cette nouvelle théorie nous donne des nouveaux concepts sur la gravité, sur l'énergie. C'est très important que ces recherches soient financières. Ouais. Alors, oui, parce que tu avais la princesse Constance de Polignac, qui a énormément aidé, soutenu, et qui malheureusement est décédée. Oui, il y a quelques mois, et c'était une femme formidable. C'est une des premières personnes qui a cru en ma recherche, qui a cru en moi et qui a financé mes premiers laboratoires où j'ai pu faire les toutes premières expérimentations pour voir si je pensais dans la bonne direction, si c'était possible d'influencer la structure de l'espace. Et j'ai eu des résultats positifs déjà très tôt, en 1999. Et c'était très encourageant. La princesse était là. La princesse était là. On est resté en contact. C'était pas possible pour elle de continuer à me supporter, mais de me soutenir. Mais on est toujours resté, on a toujours été très bons amis. Et c'était une femme extraordinaire. Mystique, hein. Je me souviens de l'avoir interviewé, ses yeux, ils étaient particuliers, ils étaient connectés, hein. Bien branchés. Bien branchés, absolument. Et une femme qui a vécu des choses très difficiles dans ses relations de famille avec sa jeunesse. Hein. Sa jeunesse avec la dynastie et tout ça. Et une femme qui voulait faire des choses très grandes et qui a fait des choses très grandes. Elle a beaucoup aidé dans plusieurs domaines. Mais elle a vécu une vie très complète. Oui, alors je suis très honoré d'avoir été un de ses amis.
Elle va te soutenir de là-haut pour trouver les financements nécessaires pour la suite. En tout cas, plus que jamais, j'ai la sensation, et on a tous la sensation, que les projets qui méritent d'être soutenus, c'est comme si le monde s'inversait presque. On a l'impression que certaines, pas entités, mais certaines structures qui avant fonctionnaient et généraient des revenus qui n'étaient peut-être pas l'argent pour du meilleur usage, on va dire, après, sont en train de collapser, alors que d'autres, comme là, je pense que tout le financement de projets comme toi mérite d'être soutenu. Oui. C'est comme s'il y en avait qui montaient et d'autres qui descendaient, et le monde est en train de s'inverser. Dolores Cannon parlait de ces différentes planètes, qu'il allait presque y avoir comme 2 planètes en une. Oui, c'est... J'ai l'impression que en ce moment, il y a un changement de... Oui, qui se passe. C'est flagrant dans tous les domaines de la science, aussi dans les domaines de la politique, de financière. Tout, on voit les gens qui s'allument, les gens qui se transforment à tous les niveaux. Et ce n'est plus juste un groupe marginal qui faisait des affaires un peu bizarres, mais c'est en fait... maintenant, vous savez, même en archéologie, en physique, en mathématiques, il y a vraiment une force de transformation qui se passe. Les gens s'ouvrent, les gens s'ouvrent à des nouvelles idées, à des nouveaux concepts, et aussi, c'est presque poussé par un stress, vous savez, du changement qui est nécessaire dû aux difficultés auxquelles on fait face en société, dans l'environnement. Les gens deviennent de plus en plus conscients qu'il faut faire quelque chose, et ça les force à s'ouvrir à des nouvelles idées, à des nouveaux concepts. Et aussi, on découvre des choses incroyables. En archéologie, on découvre plein de choses qui nous disent que notre histoire, elle est certainement pas complète de la façon qu'elle est écrite en ce moment. On se rend compte en physique qu'il y a des physiques qu'on ne comprenait pas qui émergent maintenant, que l'univers est unifié, que nous faisons partie d'une structure, d'un réseau de connexion dans l'univers. Et que nous sommes absolument soutenus à tout instant. Oui, exactement. À chaque seconde, à chaque minute. Que la vie, c'est un miracle. Et que c'est beaucoup plus que notre petit environnement ou notre petite influence, mais qu'en fait, on est connecté à l'un à l'autre, mais à toute chose aussi dans l'univers. Et que donc, que la collaboration et l'évolution, c'est beaucoup mieux que la destruction et la compétition. C'est beaucoup plus fun, hein? Un magnifique créateur. Oui. Génial. Écoute, Nassim, on était ravis. Je sais que tu as un emploi du temps serré. On était ravis de t'accueillir comme ça sur 3 dates en France. On a fait donc Paris, Toulouse, Genève. On a enregistré les 4 heures de conférence à Toulouse qui seront en VOD, qui seront à télécharger, comme ça, bientôt disponibles. On va faire les petits montages et tout, parce qu'il y a une partie qui ne pouvait qu'être accédée en conférence. Des choses un petit peu plus que tu ne peux pas forcément partager directement, mais une belle conférence qui a été bien enregistrée par Laurent et tout, donc on vous embrasse très fort. On a hâte de recevoir bientôt l'année prochaine Nassim. Merci. Parce qu'il y a beaucoup de demandes ici, les salles étaient complètes et c'est un vrai bonheur de t'avoir, de très très belles énergies, un beau partage, ils t'ont adoré. C'était un super tour, et vous savez, tout le monde, Paris, Toulouse et Genève hier soir, c'est la qualité des gens, et de l'écoute et la créativité. Moi, c'est tellement encourageant. Je vois un futur très beau pour notre planète. Oui. Bon, gros bisous. Nassim part vers Monaco, Stockholm et tout ça, il continue sa tournée. Oui. On t'embrasse, on te souhaite plein de bonheur et plein de financement. Si vous connaissez des gens qui peuvent financer ce genre de projet, n'hésitez pas à les amener vers les Resonance Foundation. Oui, Resonance Science Foundation, resonance.is. Résonance.is. De toute façon, on te retrouve. Hein. Oui.
Pas de soucis. Gros bisous. On vous embrasse très fort de Genève. Merci À tout le monde. bientôt. Merci d'être venu aux conférences. Gros bisous, plein de cœurs. Regarde-moi tous ces cœurs, c'est magnifique. Ouais.